C'est l'heure de vous informer. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une, on parle de la condamnation à la peine des morts des Corneille Nangaa et consorts. Le verdict est tombé après les plaidoiries de la partie civile et de la défense. Une autre information, c'est la journée mondiale des populations autochtones, un symbole de solidarité internationale. Et on chutera avec une triste nouvelle du décès de l'ancien président de la CAF. C'est tout pour les grands titres. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous. Une réunion d'urgence a été convoquée ce vendredi 9 août 2024 par le coordonnateur de la majorité parlementaire en la personne d'Augustin Kabouya Chilumba. D'après un communiqué publié ces jours, les présidents des partis regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation ayant au moins un sénateur ont été invités à prendre part à la dite réunion avec les présidiums. En gros, ces communiqués, un seul point est inscrit à l'ordre du jour, à savoir la finalisation du ticket de l'Union sacrée de la nation au bureau définitif du Sénat de la République démocratique du Congo. Pour rappel, l'élection des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement congolais, initialement prévue ce samedi 10 août 2024, ainsi que la campagne électorale programmée ce vendredi 9 août, ont connu un report. Et le bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement reporte la tenue de l'élection des membres du bureau définitif initialement prévu pour ce samedi 10 août 2024. Quelle lecture? Faire cet énième report. Gaspard Kayenga, cadre de la société civile, Jean au téléphone depuis Kolwezi par Christian Muchopa, donne son avis. C'est vraiment dommage que l'on assiste encore une fois de plus au report de la mise en place du bureau définitif du Sénat. Le Sénat qui est cette chambre des sages. Le Sénat qui est censé être la crème de la sagesse congolaise. La crème de la sagesse des politiciens congolais. Ces politiciens qui devraient mettre en premier plan le bien-être de la population congolaise. C'est ces politiciens, ces sages-là, qui ont transformé cette salle en un ring de positionnement politique. C'est vraiment dommage. La population souffre. Il ferait mieux de mettre en place ce bureau définitif pour que la population soit tant soit peu apaisée. Ça fait aujourd'hui 18 mois, si on doit compter, depuis que le président de la République a été élu, il a prêté son serment. 18 mois après, toutes les institutions de la République ne sont toujours pas mises en place. C'est vraiment dommage. Et là où ça fait mal, là où ça fait trop mal, c'est que c'est le bureau des sages congolais qui bloque la machine. C'est le bureau des sages congolais qui se met à monter, descendre pour le positionnement politique. Et ces bureaux-là des sages congolais ne savent même pas la population congolaise va vivre comment. Nous, en tant que société civile, nous émettons vraiment un vœu de voir que ces bureaux soient mis en place le plus rapidement possible. C'est vraiment dommage. Ces bureaux constituent le seul filtre de toutes les décisions qui sont prises pour que la population se retrouve, pour que la population ait quand même, tant soit peu, le goût de vivre encore en République démocratique du Congo. Mais c'est ces bureaux-là qui se transforment en ce que nous sommes en train d'assister. C'est vraiment dommage. Nous les appelons au bon sens. Nous les appelons à prendre les responsabilités pour que ces bureaux soient mis en place et que la population congolaise se retrouve. Et la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière de répressive au premier degré, la prison d'Indolo a condamné ce jeudi 9 août 2024 Corneille Nangaa et consorts à la peine des morts. Ce verdict est tombé après des plaidoiries de la partie civile et des avocats de la défense. Suivez. Qui prône donc les valeurs démocratiques et républicaines. Les lois de la République reconnaissent à tous les condamnés de ce jour le droit d'exercer leur recours. Ils ont donc 5 jours pour pouvoir exercer leur recours, où qu'ils se trouvent. Au bout de compte, nous allons veiller à l'application stricte de toutes les peines qui ont été arrêtés par la haute cour, par la cour militaire de la Gombe. Ça veut dire, nous allons, pour ceux qui se retrouvent en cavale, en fuite en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses affidés, nous allons lancer des mandats d'arrêt international pour pouvoir les appréhender. Nous allons coopérer avec certains pays avec lesquels nous sommes en coopération judiciaire, afin que partout où ils se retrouveront, puisque désormais condamnés de justice, ils seront appréhendés, arrêtés et extradés immédiatement en RDC afin de purger leur peine. S'agissant de confiscation, nous allons veiller que tous leurs biens soient
confisqués conformément à l'arrêt et aux arrêts rendus, et que effectivement cela soit mis désormais dans le patrimoine de l'État congolais. Et nous allons également nous assurer que pendant ce temps, si jamais l'exécution de la peine de mort tardait un peu, que ces gens n'exercent plus les fonctions publiques conformément aux arrêts rendus. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, a exhorté mercredi 7 août 2024 dans un communiqué les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda au respect de l'accord de cessez-le-feu obtenu par l'Angola et appelle à la solidarité de partenaires internationaux afin d'appuyer effectivement cette feuille de route. Cléophas Bonza pour les détails. Dans ses communiqués, la SENCO rappelle l'impérieuse nécessité de permettre à toutes ces femmes, à tous ces enfants et à tous ces hommes déplacés par la force de l'insécurité récurrente de vivre dignement et en paix dans leur territoire. Pour l'épiscopat congolais, les initiatives observées ces derniers temps, précisément les trêves humanitaires et l'accord de cessez-le-feu signé à Luanda entre la RDC et le Rwanda, attestent que les positions des parties prenantes au conflit et des partenaires internationaux de la RDC ont légèrement évolué dans le sens de mettre fin à la banalisation de la vie en RDC et au calvaire que subissent les communautés congolaises affectées par ces conflits depuis un peu plus de 3 décennies. Tout en félicitant les uns et les autres pour cette petite avancée, la SENCO rappelle qu'il ne s'agit pas d'un premier accord signé entre le gouvernement du Rwanda et de la RDC. Tous les précédents accords avaient été brillamment violés et les différents rapports y afférents n'avaient pas donné lieu aux sanctions. Elle note aussi que, jusqu'à présent, les partenaires internationaux n'ont pas encore considéré la guerre qui prévaut dans l'est de la RDC comme une priorité au même titre que la guerre en Ukraine ou la situation au Moyen-Orient, notent les communiqués. Pourtant, ce sont les mêmes vies humaines qui sont fauchées, les mêmes droits humains qui sont violés et la même dignité humaine bafouée, poursuit la SENCO. Les évêques congolais insistent sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale afin de décourager les alliances avec les prédateurs étrangers pour des problèmes que l'on a peur de régler à l'interne. La SENCO promet de poursuivre son plaidoyer au niveau national, régional, continental et international jusqu'à ce que la paix, la vraie paix, soit effective en RDC et dans la région. Le ministre d'État Mohindo Nzangi Butondo a eu une séance de travail avec l'ambassadeur de la RDC au Japon, M. Lukumwesa Nsenda. Ensemble, ils ont passé en revue les nombreuses possibilités de coopération entre la RDC et le Japon sur les développements ruraux. Suivez. On a échangé sur les potentiels et les stratégies à utiliser justement pour capitaliser sur ce potentiel rural qu'on a au Congo. Première des choses qui a retenu mon attention, c'est l'idée d'utiliser la connectivité en utilisant les cours d'eau au Congo, qui est une approche naturellement moins onéreuse que les autres, mais qui va suppléer bien entendu la connectivité routière, ferroviaire qui existe. Voilà. Nous, on a proposé en fait 2 choses, l'accompagnement technique qu'on peut apporter au ministère et par ailleurs la coopération japonaise qui pourrait accompagner ces mêmes stratégies qu'on aura mises en place. Le Japon a d'abord dans sa première approche à la coopération le développement et donc toute forme de développement, y compris le développement rural, est un élément qui intéresse particulièrement les Japonais et je suis absolument convaincu que nous allons avoir le Japon dans cette coopération. Chaque année, le 9 août, la journée internationale des populations autochtones est célébrée à travers le monde pour sensibiliser les publics aux droits et aux défis auxquels ces communautés sont confrontées. Cette date choisie pour commémorer la première réunion du groupe de travail des Nations Unies pour les populations autochtones en 1982 est devenue un symbole fort de solidarité internationale et d'engagement envers la persévération des cultures autochtones. Récit signé Gracia Kilimali. En 1994, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de faire du 9 août la journée internationale de populations autochtones. Le but de cette journée est de renforcer la coopération internationale pour résoudre le problème rencontré par les populations autochtones dans le domaine tel que le droit de l'homme, l'environnement, le développement, l'éducation et la santé. Cependant, plus de 476 millions d'autochtones vivent dans 90 pays du monde, soit 6,2% de la population mondiale. Les peuples autochtones sont le peuple originaire d'une région quelconque, représentent une immense diversité des cultures, de traditions, de langues, des systèmes de connaissances uniques.
Ils entretiennent une relation particulière avec leur terre et ont des conceptions différentes du développement fondées sur leur propre vision du monde et des propriétés. Il s'y est dénoté la Journée internationale de peuples autochtones 2024 se concentre sur la protection des droits de peuples autochtones en situation d'isolement volontaire et des contacts initiaux. Et ensuite, dans ce journal par l'ancien président de la Confédération africaine de football, la CAF, Issa Hayatou, est décédé ce jeudi, au 2024 à l'âge de 77 ans. Selon les médias camerounais, il est mort des suites d'une longue maladie. Auteur d'un parcours plus que glorieux, Issa Hayatou a été un grand dirigeant du football africain. De 1986 à 1988, il a assumé les postes de président de la Fédération des footballs camerounais, FECAFOOT. Ensuite, il a occupé les postes de président de la CAF pendant 29 années entre l'année 1988 et 2017, mais en intervalle, il a aussi été président ad interim de la FIFA pendant 2 ans de 2015 à 2016. Merci pour l'attention, c'est tout pour ce soir réalisé par Steve Micha et la coordination de Christian Mouchompa. Bonne soirée chez vous.